Je vais chaque année à Racine de Ciel. Bien sûr, la Racine de Ciel. Les plus grands auteurs. Au Palais Fèche. Écoutez, les histoires de... L'histoire... Cita d'Ayach. Cita d'Ayach. Racine de Ciel. Cita d'Ayach. Et le pays qu'il représente. Alors tout d'abord, merci d'avoir accepté cette invitation, Diane Mazloum. Merci à vous. Bonsoir à toutes et à tous. Et quelques éléments de présentation, si vous le voulez bien. Franco-libanaise née à Paris, vous avez grandi à Rome. Vous avez d'abord entrepris des études d'astrophysique dans votre ville natale, Paris donc, puis des études d'art et de design à l'EUB, l'Université américaine de Beyrouth, avant de vous consacrer pleinement à l'écriture. Vos 3 premiers romans édités en France ont tous le Liban comme cadre. Beyrouth la nuit, paru aux éditions Stock en 2014, L'âge d'or, publié en 2018 chez Jean-Claude Lattès, récompensé par le prix France-Liban et le prix Amic de l'Académie française. Enfin, Une piscine dans le désert, toujours chez Jean-Claude Lattès, sélectionné en 2020 dans plusieurs listes de prix littéraires, notamment le Renaudot, le Femina et le Médicis. Nous allons évoquer aujourd'hui votre dernier livre, publié en 2022 par les éditions Stock dans la collection Manu au musée, dirigée par Alina Gurdiel. Encore et toujours le Liban, à travers un lieu hautement symbolique, le Musée national de Beyrouth, dernier rempart national, je cite vos propres mots et l'intitulé de cette rencontre, dans un pays en plein délitement, menacé de fragmentation, voire de dissolution définitive. C'est ainsi à une subtile variation sur l'identité personnelle, intime, collective et nationale que vous conviez le lecteur à l'occasion d'une déambulation profondément originale, tout à la fois introspective, affective, historique et bien sûr littéraire. Alors, une toute première question avant de planter le décor. Avant que vous n'y séjourniez une nuit, qui n'en était pas tout à fait une par ailleurs, nous le verrons, pour écrire ce livre, quel était votre rapport personnel au musée en général et à ce musée en particulier? Bonsoir. Alors effectivement, ce musée, qui est notre seul musée national au Liban, donc très, très important pour nous, est quand même situé à 500 mètres de chez moi, et il est vrai que je n'y avais pratiquement jamais mis les pieds, et même quand des amis venaient, c'est eux qui me poussaient à y aller, ou alors mon mari à chaque fois: allons dans ce musée, rapproche-toi de ton histoire, essaye de plonger un peu dans tout ce qui est dans ton identité. Et c'est vrai que c'était vraiment à contre-cœur, et malgré moi que je n'y allais pas, ou que je trouvais des excuses pour ne pas y aller, comme d'ailleurs bon nombre de Libanais. Alors c'est un musée archéologique qui contient de très grandes collections d'art très très antiques, et comme vous voyez, je n'ai pas vraiment de goût pour l'archéologie. Je ne vais même pas dire très peu de connaissances, je n'ai pas de connaissances pour les ruines, les antiquités, etc. Donc aussi une des raisons qui me freinait pour y aller. Donc j'avais une relation assez distante avec ce musée. Mais je vous poser une question ou je continue? Continuez, oui. Mais alors ce qui s'est passé, c'est que je venais d'arriver à Beyrouth 2 jours avant l'explosion de 2020. Donc c'est une explosion, je venais d'arriver avec mon fils, donc c'est une explosion que j'ai vécue en direct sur place, dans ma chair en fait. Et quand je me suis relevée des ruines alentours, ma première réaction, ça a été de dire je ne suis plus libanaise. Alors que tout ce que j'avais fait jusqu'à présent, tous les romans que j'avais écrits, c'était vraiment pour essayer de transmettre un certain Liban, mon Liban, ma fierté d'être libanaise, cette singularité libanaise. Et puis là, c'était vraiment la goutte de trop.
j'ai ressenti un dégoût profond pour ce pays, quelque chose, vraiment, je ne suis plus libanaise. Et ce sentiment m'a complètement, non seulement déstabilisée, mais m'a mis dans un état de désespoir absolu, parce que tout d'un coup, c'est comme si je n'avais plus aucun repère. Vraiment, je ne savais plus, mais bon, si je ne suis plus libanaise, je suis quoi en fait? Et j'ai senti que le seul endroit où je pouvais peut-être retrouver une forme de salut ou de réconfort, ou peut-être une réponse à mon sentiment de morcellement, c'était dans ce musée que je connaissais à peine, mais qui me faisait quand même l'effet de stabilité, de quelque chose de stable dans ce pays qui était en effondrement absolu à tous les niveaux. Et c'est comme ça que lorsqu'on m'a proposé, 3 mois après l'explosion, de passer ma nuit dans le musée national de Beyrouth, alors que si je devais fantasmer à une nuit dans un musée, je n'aurais jamais choisi ce musée par moi-même, mais jamais j'avais un autre musée en tête. Eh bien là, c'était comme une évidence, ça a été un oui de tout mon cœur, tout de suite, j'y vais, j'accours, et c'est ce que j'ai fait. Alors, dès la première phrase du livre, le ton est donné. J'ai rendez-vous avec moi-même, écrivez-vous. Vous débutez d'ailleurs immédiatement par l'évocation de votre histoire familiale, où le Liban est certes omniprésent, mais paradoxalement par son absence. Vous dites de vos parents, qui sont partis, donc évidemment au début de la guerre, ils nieront le pays du mieux qu'ils le peuvent, allant même jusqu'à nous inciter à ne pas ébruiter nos origines. Ils iront même jusqu'à amputer leur nom de famille, que vous restaurez en quelque sorte dans son intégralité par l'écriture et par le Liban, justement. Oui, alors voilà, en fait, exactement. Mes parents étaient très jeunes quand la guerre a commencé, et eux aussi, pour des raisons pratiquement un peu pour sauver leur peau et leur avenir, ils ont quitté le Liban dès qu'ils ont pu. Quand la guerre a commencé, ils se sont installés en France, et pour eux, ça a été une énorme déchirure de quitter leur pays, quitter leurs parents, leur famille, quitter leur vie, qui était finalement, avant que la guerre commence, c'était superbe de vivre au Liban, il y avait une douceur de vie, c'est ce qu'on appelle l'âge d'or, qui a aussi fait l'objet de mes romans. Et effectivement, moi, j'ai grandi à Rome. Par la suite, ils ont déménagé à Rome, j'ai grandi à Rome, et là, le Liban, ils nous ont pas appris, ma sœur et moi, ils ont tout fait pour nous éloigner de ce pays, là, dans notre pays de résidence. C'est-à-dire que, mais finalement, mes parents avaient cet air très cosmopolite, et pourtant, je savais bien qu'il y avait quelque chose, j'étais assez petite, je devais avoir 4 ans, et je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui s'interposait entre notre lieu de résidence, leur cosmopolitisme, leur modernité qui s'adapte à tout, etc. Et c'était ce pays. Ils parlaient en libanais entre eux pour ne pas que je comprenne, quand ils ne voulaient pas que je comprenne, mais je comprenais tout. Au Liban, à la télé, c'était tout le temps les informations sur le Liban. Et puis c'était, oui, c'est pas la peine de dire qu'on est d'origine libanaise. Donc le Liban était vraiment éloigné. Donc en l'éloignant, en fait, il était tout le temps présent. Et surtout qu'en plus, c'était très contradictoire, parce que finalement, à chaque vacances, on allait au Liban. Et ce pays que je découvrais régulièrement à chaque vacances est un pays qui finalement a complètement frappé et façonné mon imaginaire. Donc en fait, ça a eu l'effet inverse de ce qu'ils voulaient, de ce que mes parents ont essayé de faire. Oui, effectivement, vous finissez par entendre ce pays, écriviez-vous, et par le rencontrer, ce pays que vos parents esquivent, mais qui fait en ce moment même, la une de l'actualité.
Et c'est cette découverte qui traverse l'intégralité de votre œuvre, avec ces moments de fierté, ces moments de désabusement, ces moments de tentative d'appropriation et de réappropriation. Absolument tous vos livres, que vous citez d'ailleurs au cours de cette nuit dans le musée, parlent du Liban, de Beyrouth la nuit, récit qui se passe pendant vos années d'études, moment où vous découvrez cette ville totalement inclassable, à nul autre pareil, jusqu'à une piscine dans le désert qui se situe dans un pays dont les frontières sont peu définies, mais où on reconnaît immédiatement le Liban par certains aspects, évidemment l'âge d'or. Et le musée va devenir justement cette occasion de peut-être aussi, d'une certaine manière, vous réapproprier ce parcours par rapport à ce pays et par rapport à votre œuvre. Oui, alors effectivement, à travers mes 3 derniers romans, donc, je dirais que le territoire a toujours été le sujet. Donc, dans Beyrouth la nuit, c'est vraiment Beyrouth. Dans l'âge d'or, c'est le pays, avec cette fresque de 13 années, de 13 ans, qui va de son âge d'or jusqu'à la guerre et cette période de basculement. Et ensuite, dans une piscine dans le désert, on est vraiment dans un village profond à la croisée des 3 pays en guerre, que je ne mentionne pas, mais qui sont le Liban, la Syrie et l'Israël. Et en fait, ce sont vraiment mes Libans. Là, j'essaye de transmettre cette singularité. En fait, j'ai eu, après Rome et des études à Paris, je me suis installée à Beyrouth. C'est là où j'ai vécu pour la première fois à Beyrouth. Et là, je suis, mais vraiment en 2 secondes, tombée amoureuse de cette ville qui était vraiment insaisissable pour moi. Et plus elle était insaisissable, plus je voulais la posséder, en fait. Et j'ai essayé de la décrire et de la transmettre à chacun de mes romans. Alors, nous revenons au musée. Curieusement, dès votre arrivée dans cet édifice, qu'on peut décrire comme un musée, je dirais, à taille humaine, il n'est pas très grand, il n'est pas petit non plus. Il y a un rez-de-chaussée, il y a un étage, un escalier à double révolution, une lumière que vous décrivez très bien, ocre, un peu intime. Dès que vous y arrivez, vous mettez d'emblée le lieu à distance. Vous restez longuement près d'une fenêtre, connecté à l'extérieur, quasiment dos à ce lieu, comme si vous aviez une appréhension, une angoisse à l'idée de vous y confronter. Qu'est-ce qui vous inquiétait à ce moment-là ? Alors, effectivement, comme je l'ai dit dès le départ, je n'ai pas vraiment de goût pour l'archéologie. Donc, je rentre dans ce lieu qui, à taille humaine, est quand même assez solennel. Il se dégage quelque chose, une certaine grandeur, quelque chose le poids de l'histoire. Et en fait, moi, je n'ai pas les codes de lecture de toutes ces œuvres qui ont combien, des millénaires et des millénaires d'années. Je ne sais pas comment les lire, en fait, je ne sais pas quoi en faire. Donc, effectivement, je les fuis, je les mets à distance. Et un peu comme si j'étais dans le ventre d'une maman ou de quelque chose, je me raccroche au bruit, parce que le musée est situé en face d'un rond-point où il y a beaucoup de circulation. Donc, les bruits de l'extérieur filtrent avec douceur à l'intérieur. Et ces bruits-là sont les mêmes de ceux de mon enfance quand je venais au Liban. Donc je me raccroche à quelque chose de très familier. Mais au fur et à mesure que la nuit avance, les œuvres me rattrapent. Les œuvres en elles-mêmes me rattrapent. Pas dans leurs données historiques, auxquelles là aussi je ne sais rien. Mais les œuvres qui me rattrapent, en fait, sont celles qui ont subi l'impact de la guerre. Parce que si je vous dis en 2 mots, en fait, ce musée, c'est un musée qui a quand même vécu au rythme de l'histoire du Liban. C'est pour ça qu'il est très important pour nous, parce que c'est un musée qui a été pensé pendant le mandat français pour essayer de réunir une population qui était très différente sur le territoire où ont été découvertes toutes ces œuvres, et donc par cela même de transmettre un récit national unificateur pour la population, pour le pays.
donc vraiment quelque chose qui nous manquait à l'époque. C'est un musée justement donc qui ouvre ses portes pratiquement au moment de la déclaration d'indépendance du Liban, donc ce qui marque l'histoire moderne du Liban. C'est un musée qui ferme ses portes dès que la guerre civile commence. Pourquoi ? Parce qu'il s'avère par le sort le plus improbable qu'il a été construit sur ce qui va devenir la ligne de démarcation de Beyrouth, qui va séparer Beyrouth en deux côtés. Beyrouth Est chrétien, Beyrouth Ouest musulman lors de la guerre civile. Et donc là, le musée, il va tout prendre en fait. Il va être bombardé, détruit, il va être pillé. Et là, il va y avoir le conservateur du musée qui va, au risque de sa propre vie, qui va sauver tout ce qu'il peut sauver en fabriquant des caissons en béton armé autour des grands sarcophages ou des grandes statues, qui va recouvrir d'une couche de ciment les mosaïques vieilles de 8000 ans. Il va essayer de récupérer les petits objets et les cacher dans le sous-sol et murer le sous-sol. Et puis il y en a qui ne va rien pouvoir faire pour elles, et donc elles vont être touchées, brûlées, explosées, etc. Et c'est un musée qui va être habité par les milices de tous bords, des milices chrétiennes, les milices libanaises chrétiennes, musulmanes, mais aussi par les armées, l'armée libanaise, l'armée syrienne, l'armée israélienne, qui vont habiter le musée. Et quand il fait froid l'hiver, ils vont faire des feux pour se réchauffer. Ils vont faire des feux où ? Contre les statues et les sarcophages qui restent, qui portent jusqu'à aujourd'hui les traces des flammes. Et en plus de ça, ils vont combattre de l'intérieur du musée, qui va devenir une caserne. Donc vu que la ligne de démarcation, c'était une ligne hautement périlleuse, où chaque personne qui essayait de la traverser d'un côté à l'autre de la ville se faisait tuer par des francs-tireurs. Et il y a un franc-tireur qui, un jour, va exploser une vieille mosaïque de 8000 ans, pas pour faire du mal à la mosaïque, en fait, juste parce que pour lui, c'était exactement le bon endroit pour pouvoir fabriquer son petit poste de tir depuis l'intérieur du musée et tuer les gens qui essayent de passer d'un côté à l'autre de la ville. Ce qui s'appelle aujourd'hui le trou du franc-tireur et qu'on peut toujours voir dans le musée. Donc moi, effectivement, c'est justement au pied de ce trou du franc-tireur que je vais placer ma banquette et commencer mon périple nocturne dans ce musée. Donc c'est vraiment... les œuvres commencent à me parler via la guerre civile, qui me concerne, puisque c'est aussi là où mon histoire par rapport au Liban commence. C'est là où votre histoire par rapport au Liban commence. C'est aussi là que se catalyse véritablement votre désir d'écrire, puisque cette déambulation lente et progressive dans le musée est aussi un retour sur les éléments déclencheurs de cette envie d'écrire, même si vous avez, enfant, toujours eu ce désir. Au début, d'ailleurs, vous envisagiez d'écrire de façon non linéaire, sous forme de moments, à l'image d'une ville fragmentée. Je voulais mon langage hybride et ambivalent, écrivez-vous. Vous vouliez même une friction entre le texte, l'image et la matière, entre la littérature et les arts visuels. Oui, je pense que ça aussi, c'est un effet du Liban. Comme au Liban, tout est morcelé. À Beyrouth même, en passant d'une rue à une autre, on est propulsé dans des univers complètement différents par rapport à l'habitat, l'urbanisme, les expressions de langage, la manière de s'habiller, de parler. Le Liban, enfin Beyrouth, et par extension le Liban, concentre, est vraiment un territoire où, selon moi, les contrastes et les contradictions sont au plus fort. Et donc, forcément, on est dans le fragment et dans le morcellement. Et c'est comme ça aussi que je me perçois, même au niveau un peu de mon identité. C'est-à-dire que longtemps, je me suis perçue comme un nuage d'électrons, alors que ce à quoi j'aurais voulu aboutir, c'est regrouper toutes ces petites particules pour former une boule
condensée, un peu plus forte. Et donc c'est vrai que j'ai aussi eu une très forte attirance pour le fragment, le morcellement et les frictions entre différents médiums et disciplines, effectivement. Vous parliez des questionnements identitaires que vous aviez enfant. Vous citez d'ailleurs une anecdote quand vous étiez à l'école française de Rome, où on demande aux enfants de se scinder en 2 groupes, les Français et les non-Français. Vous avez quand même un très long moment d'hésitation. Et quelque part, vous avez pensé aussi peut-être pouvoir résoudre, même si le terme est peut-être excessif, résoudre cette équation en vous réappropriant le Liban. Mais les questionnements identitaires ont ressurgi. C'est-à-dire qu'effectivement, déjà, dès ma plus tendre enfance, je sentais bien que je n'étais pas française, je veux dire, même si je suis née en France, que j'ai le passeport, c'est évident que je ne l'étais pas. Et enfin, je veux dire, on se comprend. Et puis alors par la suite, lors de mes 2e études, je m'installe à Beyrouth, je m'approprie cette ville, je l'adore, etc. Mais c'est vrai qu'au sortir de l'université, quand là aussi un peu la vraie vie me rattrape, je réalise que quand même, je ne lis pas l'arabe, je ne comprends pas l'arabe littéraire, mais bon, c'est quand même la langue de mon pays. Je conduis dans mon pays, je ne sais pas déchiffrer les panneaux routiers. Et aussi, je vois comment les autres me perçoivent. Les autres ne me perçoivent pas comme une Libanaise, me perçoivent comme une étrangère. Donc il y a un peu cette dichotomie où je suis au Liban, on ne me perçoit pas vraiment, en tout cas on ne me prend pas sérieusement en tant que Libanaise, et par contre je suis en dehors du Liban, et là ma nature libanaise qui ressort à la puissance 1000. Mais bon, au final peut-être, voilà, cet entre-deux, c'est peut-être ça mon identité, c'est tout, c'est comme ça, et puis pourquoi pas, et voilà, un oscillement, oui voilà, c'est ça, un oscillement. Et ce retour de l'oscillement identitaire, la formule est très jolie, génère des failles. Et vous écrivez, et ça va encore une fois conditionner votre façon d'écrire. Vous écrivez « C'est ce vide qui a éveillé en moi le désir et la nécessité de créer mon propre univers, avec ma propre langue, mes instruments, mes outils d'expression. » Et ce flottement identitaire vous amène à forcer un support, ce sont vos mots. Ce support, ce sera donc l'écriture seule, et le roman auquel, au départ, vous ne vouliez pas vous attaquer, si j'ose dire. Le roman, pourquoi ? Parce qu'il est gage de structure et de solidité. Oui, alors c'est vrai, au début, quand j'étais à l'université, alors peut-être c'est aussi une question de jeunesse, mais c'est vrai que je me disais, jamais je ne voudrais écrire un roman dans sa structure classique, et moi je veux des petits moments, et puis on ouvre le livre, et puis on lit une phrase, un paragraphe, et puis c'est très bien, et puis jamais je ne voudrais que mon livre puisse avoir une structure telle qu'il puisse être adapté au cinéma. Et c'est vrai que je chérissais le fragment, mais puis après, quand cette réalité m'a rattrapée, j'ai eu vraiment ce besoin de structure, de solidité, de m'ancrer quelque part. L'oscillement, c'était pas assez, c'était une source de contemplation, ce qui est très poétique, mais c'était aussi une source d'immobilisation, d'une espèce de blocage où finalement j'aurais pu rester comme ça, un peu dans un mode larvaire, à ne rien faire à part contempler. Et j'avais vraiment besoin de cette structure, et c'est là où je me suis dit, c'est l'écriture qui va en fait, comment dire, ça va être un lien par rapport à mon identité. Je vais pouvoir m'appuyer sur l'écriture, mais l'écriture dans sa forme classique, et donc dans le roman, et prendre appui sur ça, et aussi prendre appui sur le Liban en tant que territoire, comme lieu dans lequel je vais enraciner mes histoires.
Alors justement, cette déambulation et le livre évoquent à intervalles réguliers vos œuvres précédentes, auxquelles il donne un nouvel éclairage. Et à un moment donné, vous êtes dans le sous-sol du musée. Alors, je signale au passage que le Musée national de Beyrouth compte une collection unique au monde de sarcophages anthropoïdes, 31 pièces tout à fait exceptionnelles qui viennent de Tyr, je crois. Donc, vous êtes dans ce sous-sol et vos personnages, les personnages de Beyrouth la nuit, surgissent et vous interpellent en quelque sorte. Vous questionnez le destin qu'ils auraient aujourd'hui, alors que ce pays merveilleux, on peut dire ça, que vous avez découvert pendant vos années d'études et qu'ils ont donc vécu, est en train de s'effondrer complètement. Oui, alors voilà, j'ai ce moment un peu, disons, romanesque où effectivement je reste à un moment donné enfermée dans la salle. Il y a une petite chambre de momie, très très belle, très impressionnante, avec une porte vitrée coulissante et il n'y a pas d'électricité, donc tout d'un coup les portes ne peuvent plus s'ouvrir. Et dans cette salle, j'ai l'impression qu'apparaissent des personnages de mon premier roman, donc qui se situe en 2010, et là on est en 2020, donc 10 ans plus tard, et j'essaye de les imaginer, comment à l'époque ils étaient en pleine insouciance, et aujourd'hui comment est-ce qu'ils seraient dans cet état d'effondrement généralisé qui est en train de vivre le pays. Et en fait, je parle un peu de moi-même à travers eux, c'est-à-dire que finalement, je n'ai cessé de parler de mes Libans à travers mes romans, c'est-à-dire le Liban de mon enfance, l'âge d'or que je n'ai jamais connu, dont je suis nostalgique, mais qui m'a été transmis par mes grands-parents, par mes parents, par tout un entourage familial, et aussi du Liban de mes études. C'est donc un lien très créatif où la créativité était à son apogée. Mais tout ça, c'est personnel, c'est mes Libans et ce n'est pas le Liban. Mais là, le Liban, en 2020, dès fin 2019, le vrai visage du Liban m'a rattrapée. Et ça a été vraiment très, très violent parce que tout d'un coup, mes Libans s'effondrent et le vrai Liban émerge, celui que je ne connaissais pas, que je n'avais pas vu, que peut-être moi aussi je fuyais ou que je mettais de côté, enfin, que sais-je. Mais il est là devant moi. Non seulement il me rattrape, mais il aurait pu me tuer comme il aurait pu tuer ma famille et mes amis, et comme il a tué déjà un tas de personnes. Et c'est un Liban, c'est une réalité que je trouve profondément laide, où on est dans des notions d'ignorance, de corruption. C'est tout ce qui ne m'intéresse pas, tout ce qui n'est pas, ce n'est pas moi, ça ne m'intéresse pas. Et je ne peux plus, en fait, je ne peux plus continuer à parler de mes Libans alors que le vrai Liban est là devant moi. Alors vous parliez de cette salle où on trouve effectivement ces momies découvertes dans la grotte d'Assis El Haddad au cœur de la vallée de la Kadisha. Et il y a un moment très émouvant puisqu'il y a une femme momifiée avec, je crois, 1 ou 2 enfants. Oui. Et vous écrivez « Elle, c'est moi, le jour où le cocon cédera au coup de l'extérieur. Vieille de 8 siècles, elle est mon futur. » Oui, c'est... Mais pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il revient souvent dans le livre cette notion, par exemple... De futur, un peu. Oui, de futur et de passé. C'est-à-dire, oui. Mais non, le futur n'est pas moderne. Il n'est rien moins que le passé en permanence ressuscité. Et cette accélération des temporalités... qui est résumée aussi par la citation de Dominique Eddé que vous citez, c'est-à-dire que le Liban, métaphoriquement, est peut-être aussi quelque part un signal d'alerte de ce qui pourrait arriver, d'un futur, d'une sorte de pressentiment que tout le monde devrait écouter au lieu de ne pas le prendre au sérieux.
C'est-à-dire qu'on voit bien, en tout cas nous en tant que Libanais, on voit bien que de ce tout petit pays de presque rien du tout, concentre pratiquement tous les travers de l'humanité. Et comme plus c'est petit et plus la concentration est puissante. Donc c'est vrai qu'on pourrait avoir l'impression que c'est un peu le pouls de la terre qu'il a quelque chose de, comment on dit, comme une boule de cristal. Mais aussi ce que je comprends, quelque chose qui m'était assez étranger, vu le peu de goût que j'ai pour le passé, les passés lointains surtout, puisque malheureusement ça va être un peu superficiel ce que je dis, mais c'est vrai que j'ai l'impression que moi, avant les années 1950, c'est tellement étranger pour moi, donc faut dire que bon, voilà, mon bagage historique n'est pas très cossu. Mais ce que je comprends, et ça c'est aussi une révélation, c'est que finalement le passé a quelque chose de très moderne. C'est juste, on le sent. Toutes ces œuvres-là sont. Enfin, elles n'ont rien de dépassé, c'est juste, elles me rappellent ce qui pourrait advenir. Et en fait, même mieux que ça, toutes ces œuvres ont traversé des millénaires et des millénaires. On vu pire que ce que moi j'ai vécu. Elles ont vu des guerres, des batailles, même des cataclysmes terrestres, etc. Elles en ont vu de toutes les couleurs et pourtant elles ont survécu. Et probablement elles ont même survécu mieux que nous. Si on parle par exemple, rien que de cette petite période à l'échelle de l'humanité qui n'est rien, absolument rien, de la guerre civile, elles ont mieux survécu que nous, les hommes. Et en plus de ça, tout d'un coup ces œuvres m'apaisent. C'est-à-dire je les vois, elles sont... Alors là, on passe peut-être à une autre phase où je ne sais pas dont vous vouliez parler, mais le musée devient pour moi... Le musée devient pour vous un peu l'équivalent du cocon, le refuge. Un refuge. Il le devient aussi peut-être pour une certaine idée du pays, parce qu'il y a une notion qu'on n'a pas encore évoquée. Il faut savoir qu'au Liban, les manuels scolaires s'arrêtent juste un peu après la date de l'indépendance. Et le Liban, le musée fait en quelque sorte consensus, peut-être parce que justement, il traite d'une période qui... Et vous dites d'ailleurs, l'histoire du Liban commence véritablement au moment où les manuels s'arrêtent. Donc ce musée incarne non seulement une valeur refuge, mais aussi une certaine idée du pays. Elle est symbolisée aussi par cette allégorie dont on n'a pas parlé, l'allégorie de la Phénicie offrant l'alphabet au monde, signée du très célèbre sculpteur libanais Youssef Ouayek. Je voudrais que vous nous racontiez ce qu'il est advenu de cette allégorie, ce qu'elle représente. Bon, alors, ça c'est une anecdote liée à la guerre civile. Donc effectivement, la guerre civile, on est entre un conflit donc entre chrétiens et musulmans qui a duré plus de 15 ans. Et donc nous avons je ne sais même plus si c'est un bas-relief ou un haut-relief, où ce sculpteur a représenté la Phénicie qui offre l'alphabet au monde. Voilà, très bien. Lorsque le musée, donc, qui a été pratiquement détruit pendant la guerre civile, puis par la suite reconstruit, il réouvre ses portes en 1997, je pense. Lors de l'inauguration, pour ne pas heurter la sensibilité des uns ou des autres, plutôt des uns ou des autres, peu importe, pour ne pas heurter les sensibilités, on recouvre d'un voile cette sculpture. Oui, donc... Parce que, en fait, c'est un peu comme la cancel culture avant l'heure, c'est-à-dire que au lieu que... Ça c'est quelque chose qui, moi, me révolte, c'est-à-dire au lieu que l'on soit vraiment fier de notre patrimoine historique, voilà, cette gravure... Qui signifie beaucoup, on la recouvre parce que, justement, l'histoire n'a pas été réglée, la guerre n'a pas été réglée,
D'ailleurs, rien n'a été réglé. On a jeté un coup d'éponge au Liban sur ce qui s'est passé pendant plus de 15 ans, et on est passé à autre chose. D'où, en fait, tous les problèmes actuels, je veux dire. Donc, si l'on comprend bien en filigrane ce que signifie l'anecdote, la tentative d'écrire un roman national a très vite été étouffée dans l'œuf. En fait, on n'en veut pas. Absolument, non, il n'y a pas de récit national au Liban. On en est toujours là, on est toujours à des manuels scolaires qui s'arrêtent en 1943. Et tout ce qui est survenu après, qui est quand même le plus important pour notre vie contemporaine, et en tout cas c'est l'histoire moderne du Liban, ça n'existe pas, et chacun a sa propre version. Chaque communauté au Liban, et Dieu sait combien il y en a, a sa propre vérité. Personne n'est d'accord. Et donc, au cours de cette nuit, entourée de ces œuvres qui sont tellement paisibles, qui ne piétinent pas les unes sur les autres, et il y a un espace entre elles. C'est à la fois sacré, il y a quelque chose de sacré qui émane du lieu, de solennel, de sacré, et en même temps c'est doux, c'est soyeux, c'est chaleureux. Et bien c'est là où je me dis, finalement, ce musée représente tout ce que le Liban n'a pas réussi à être. Et c'est quelque chose qui, bizarrement, ne me fait pas souffrir, en fait. Parce que je me sens bien là et je me dis, quoi qu'il arrive, voilà, c'est le rempart national. Ce musée, quand même, va tenir et restera un refuge pour nous. D'ailleurs, ça fait écho au mot, presque à la prière d'une des dames de la boutique que vous citez au début, qui vous dit « Écrivez sur nous, écrivez sur le Liban, le musée est votre allié ». Oui, c'est vrai. Il y a une toute petite boutique de souvenirs qui est absolument charmante et touchante, où, pareil, c'est comme le musée, on s'y sent en famille, on rentre et on discute, et c'est comme si un tout petit salon de thé où les gens sont... Voilà, c'est encore une espèce de relique d'un ancien Liban qui est, bon, c'est vrai, en voie de disparition aujourd'hui. Et lorsque vous sortez du musée, vous avez tout de même cette exclamation qui est « Comment peut-on ne pas adorer ce pays ?» Donc il y a ce désabusement, mais il y a aussi cet attachement viscéral qui transparaît dans le livre, qui est extrêmement émouvant, qui est matérialisé par ce musée avec lequel vous tissez un lien quasi organique, puisqu'effectivement il devient métaphoriquement ce cocon à l'atmosphère presque fétale. Enfin, c'est véritablement... C'est comme une matrice, oui, absolument. Donc... est-ce qu'il y a encore quelque chose qui peut sauver la situation? Vous écrivez aussi, ce qui peut encore sauver le Liban, c'est sa folie, c'est la folie des Libanais. Oui, à un moment, c'est vrai, je me suis dit que, oui, c'est ce petit grain de folie des Libanais, comme ça, il y a, peut-être qu'il n'est pas, ou là je ne veux pas m'avancer, mais sans rapport avec la Corse, dans le sens où quand même on est un tout petit territoire sur la mer avec une grande chaîne de montagnes qui nous sépare des pays voisins, donc on a aussi quelque part un programme d'insulaire où on est tourné vers le large, et le large c'est l'ouest, donc il y a... J'ai toujours trouvé qu'il y avait un petit grain de folie chez les Libanais. Peut-être que oui, ça viendra de là, peut-être pas. Peut-être que c'est fini et que de toute façon, notre Liban, le Liban que vous avez connu, dont vous avez entendu parler, bon, celui-là, il est fini et quelque chose de nouveau va le remplacer. On ne sait pas, mais en ce qui me concerne, c'est vrai que malgré le fait d'avoir dit à un moment donné que je ne suis plus libanaise, bon, chasser le naturel, il revient au galop, et en fait, il n'y a rien à faire. Je suis pas d'origine libanaise et pas franco-libanaise. Libanaise. Je suis libanaise, oui. Merci beaucoup, Diane Maslow. Alors,
pour que vous puissiez entendre l'écriture, la langue et les mots de Diane Mazloum, nous avons choisi 2 extraits, notamment un extrait qui parle de Beyrouth, héroïne absolue de vos livres. Comment ne pas tomber sous le charme de cette ville avec ses trous de verre, raccourcis magiques qui pouvaient me téléporter à l'autre bout du monde juste en passant d'une rue à l'autre. Sans transition, d'un pas au suivant, je découvrais des contrées complètement différentes, avec ses escaliers et ses venelles enchevêtrées, abondant d'échoppes, de cachettes, de surprises, avec ses perroquets attrapés dans des toiles de fil électrique, répétant à la suite les noms d'apôtres et de prophètes, avec son effet village et ses bicoques, ses vieilles maisons traditionnelles, ses petits palais, ses anciens immeubles, buildings modernes et tours futuristes, avec son surgissement de logements hétérogènes dans un foisonnement de pins et de plantes, brouillant l'espace et les époques, la capitale me procurait le même effet ludique que ma première console de jeux vidéo fétiche, la Nintendo NES 8-bit, qui, enfant, m'avait offert une palette d'univers virtuels à explorer, semée de passerelles, de pièges à déjouer et de trésors à gagner. Ce collage hétéroclite, ces grands écarts de réalité sociale et culturelle entre ruelles attenantes étaient d'autant plus stupéfiants que la ville était minuscule, souvent sous-développée, désuète, fragile et d'une naïveté attachante. Vivre dans un lieu qui offre la possibilité de s'émouvoir, n'est-ce pas aussi renflouer son réservoir de tendresse et alimenter sa capacité de bonté? Je trouvais les gens agréables, gentils, généreux, serviables et à l'écoute comme nulle part ailleurs. Mais réunir les extrêmes dans une tête d'épingle dégage une telle énergie, une telle tension, que je pouvais passer au quart de tour de l'attendrissement le plus humain à une féroce pulsion de destruction. Beyrouth était une femme, elle était naughty, volage, sexy, rebelle, et elle me plaisait. Et un deuxième extrait, parce que nous l'avons dit pendant l'entretien, il y a cette perception du Liban mythique, fantasmé peut-être, de cet âge d'or, et il y a les postures et il y a le pays réel. Et vous avez une anecdote et une métaphore de cette dichotomie. Je vais déjà resituer l'extrait. Vous êtes en train de reconstituer une collection d'objets, de souvenirs, et vous tombez sur une photo. Je m'arrêtais sur une belle photo de famille, tous groupés à la plage, presque parfaite, si ce n'est pour cette dame, seule dans l'arrière-plan, assise à une table, tasse de café en main. Qu'est-ce que cet inconnu venait faire dans notre photo de famille? Bien que je connusse cette photo par cœur pour l'avoir souvent regardée, il me semblait voir cette dame pour la première fois. Plus que sa présence, captée par erreur dans le fond de la photo, comme cela se produit souvent, c'est le fait qu'elle ait été interceptée à son insu qui me sautait aux yeux. Au-delà des sujets qui posaient au premier plan, elle avait été saisie à cru et à vif, dans son état naturel. Une photo, une pose, où l'on tranche la réalité en deux afin de la travestir. Déformer sa mâchoire, sourire à un objectif, prendre une pose, présenter son meilleur profil, ravaler son ventre, monter sur la pointe des pieds, tirer la langue et attendre, attendre, attendre. Suspension de l'être au naturel, l'album photo n'est pas loin d'une annexe truquée de l'existence. Mais Liban formait une succession de photos complètement resserrées sur une collection d'oasis sublimes mais irréelles, pays onirique, voire monstrueux, pour peu qu'on élargisse la profondeur de champ. Bien sûr, écoutez les histoires de... Dans mon bouquin, j'attendrai la fin du monde libre
page se tourne, j'arrive au bout du chemin, mais j'y suis trop bien. Dans mon bouquin, j'attendrai la fin du monde. Dans ces feuillets, mon mirador. Dans ces feuillets, mon mirador. Oui, Racines de ciel, j'ai lu évidemment chaque année. Les plus grands auteurs sont invités là-bas. Lire au goulot la vodka des doux sommeils. Le monde réel ne sied guère au plus grand rêve. J'oublie le reste, abandonne-moi sur la route. Que l'écrivain me rattrape sur le chemin. L'ouvrage est long, l'oiseau y plonge en piqué. Moi sur ses ailes. Dans mon bouquin, j'attendrai la fin du monde. Dans ces feuillets, mon mirador. Dans ces feuillets, mon mirador. Lire au goulot la vodka des doux sommeils. Le monde réel ne sied guère au plus grand rêve. J'oublie le reste, abandonne-moi sur la route. Que l'écrivain me rattrape sur le chemin.